magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici le sommaire de ce soir. Les membres du G5, un groupe d'États et d'institutions internationales partenaires de la République centrafricaine, ont échangé avec les leaders des partis politiques de l'opposition centrafricaine sur la situation sociale, politique et économique de la République centrafricaine. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, en collaboration avec la MINUSCA, a organisé une session de formation au profit des cadres du ministère pour la vulgarisation des lois portant collectivité territoriale et circonscription administrative en Centrafrique. Jacques Sekendour, chef d'agence du bureau de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, a échangé avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique et chef de la MINUSCA, Moncur Ndiaye. Le Conseil national de la médiation centrafricaine, en partenariat avec la MINUSCA, a lancé une campagne de sensibilisation sur les activités de la dite institution au profit des organisations de la société civile, des leaders des partis politiques et l'ensemble des forces vives de la nation. Bonsoir. L'opposition démocratique dans son ensemble, représentée au comité d'organisation du dialogue républicain par ses 4 délégués, avait décidé de se retirer du comité le 30 octobre 2021 en raison de la demande de levée d'immunité de 3 de ses députés. Depuis quelques semaines, l'opposition démocratique a repris sa place dans le comité d'organisation de ce dialogue et a échangé avec les membres du G5. Notre reporter Cyrus Zemongikete y était et nous parle de l'objectif de cette rencontre. Les membres du G5, un groupe d'États et d'institutions internationales partenaires de la République centrafricaine, ont rencontré le vendredi 4 février 2022 les représentants des partis politiques de l'opposition centrafricaine à la base logistique de la MINUSCA à Bangui. Ils ont échangé sur des questions politiques, sécuritaires, électorales, ainsi que sur la gouvernance et le dialogue républicain. Nous avons eu comme point central de la discussion le dialogue républicain. En fait, c'est ça, parce que nous venons de revenir au comité d'organisation de ce dialogue. Donc, les ambassadeurs, le G5 voudrait échanger avec nous comment nous allons nous impliquer de manière efficace dans la reprise du processus afin que nous allions à ce dialogue tant attendu par la population, la communauté internationale et toutes les forces vives de la nation. Les 4 délégués de l'opposition doivent reprendre leur place immédiatement. Ils l'ont fait d'ailleurs. Et donc la deuxième des choses, l'opposition va contribuer sérieusement à envoyer, si vous voulez, un peu de la documentation, des argumentaires, des éléments qui doivent militer et qui militeraient pour l'inclusivité. Le président de la coalition de l'opposition démocratique 2020, Syriac Gounda, a insisté que tous ceux qui mettent à mal la sécurité des populations centrafricaines, notamment les groupes rebelles, participent à ce dialogue pour mettre le doigt sur le mal. Le dialogue républicain est prévu pour le mois de mars prochain 2022. Merci Cyrus. Le projet de loi relatif aux circonscriptions administratives soumis au Parlement a été adopté par acclamation le 10 décembre 2020 par les députés de l'Assemblée nationale. La ville de Bangui, capitale de la République centrafricaine, passe de 8 arrondissements à 10, tandis que les préfectures passent de 16 à 20. Les cadres de l'administration du territoire ont justement été formés pour la vulgarisation de la loi sur les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales. Merveille Mada était sur le terrain. La cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation de 20 agents du ministère de l'administration du territoire pour vulgariser les lois sur les collectivités territoriales et les circonscriptions administratives a été organisée le 8 février 2022 par le ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local avec l'appui technique et financier de la MINUSCA. Cette activité soutenue par la section des affaires civiles et du bureau de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA a vu la présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'Union Centrafrique et coordonnatrice humanitaire Denise Brown et du ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Bruno Iyapindi. Je ne saurais passer sous silence la problématique de l'organisation des prochaines élections locales, à savoir les municipales et régionales, qui requiert la mobilisation de toutes les couches sociales et une appropriation approfondie des dites lois par tous les acteurs impliqués dans ce processus. C'est pourquoi je demande à tous les communicants, cadres du département,
ayant pris part au processus d'élaboration de ces différentes lois, de vouloir bien donner le meilleur d'eux-mêmes afin que les objectifs assignés au projet de vulgarisation des lois sur les collectivités et aux circonscriptions administratives soient atteints. L'objectif de cet atelier est de vulgariser les 2 textes de loi auprès des autorités locales, des autorités administratives et des responsables des services déconcentrés. L'atelier permettra également de clarifier les nouveaux types de rapports entre elles et les communautés et surtout de sensibiliser les communautés sur les changements qu'induisent la mise en œuvre des lois de la décentralisation en mettant un accent sur les élections locales à venir. À cet effet, Dennis Brown réaffirme l'engagement de la MINUSCA et des agences des Nations Unies pour appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de ce processus. Les textes légaux sont fondamentaux pour la préparation de la décentralisation et la préparation des élections locales. Et je finirai par dire que la MINUSCA, dans notre mandat, nous avons toujours la responsabilité de soutenir le gouvernement dans la préparation des élections locales. Et on va le faire. On va le faire. Il y a beaucoup de voix qui disent que les conditions ne sont pas en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les conditions sont en place à travers tout le pays. Ça, c'est vrai. Mais le gouvernement est engagé, le président est engagé sur cette question, le ministre aussi. On voit des signaux positifs et donc on va aller dans ce sens-là pour le bien de la population. Eloge Vondobiren, l'un des participants, se dit satisfait de l'organisation de cet atelier car il a été sensibilisé pendant 2 jours sur les méthodes de communication afin de transmettre les différents messages au public cible. Il donne quelques contenus des informations reçues pendant cette formation. Effectivement, ça va beaucoup plus porter sur le découpage administratif. Et beaucoup d'autres aspects encore, les rapports des responsables étatiques avec les organisations de la société civile, vous voyez. Et nous savons que présentement, ces organisations de la société civile appuient véritablement l'État sur le terrain. Et il faut que nos relations avec ces organes-là soient vraiment de très bonnes relations. Quant à Clarisse Bella, cet atelier lui donne l'opportunité de se préparer avant de descendre sur le terrain pour faire la vulgarisation de ces 2 lois ainsi que sur les thématiques abordées. Nous avons appris pas mal de thématiques qui vont nous permettre de vulgariser ces 2 lois. Nous avons par exemple le principe de libre administration, comment les collectivités territoriales vont se gérer sur le terrain. Et ce principe ne voulait pas dire que ces collectivités territoriales doivent être indépendantes, ne doivent pas être indépendantes parce que nous sommes dans un État unitaire, laïque et indivisible. Donc, s'ils bénéficient de ce principe de libre administration, ils doivent respecter le principe de laïcité, de l'État unique. Cet atelier de 2 jours se penche sur le contenu et les messages de vulgarisation de ces 2 lois, à savoir sur la décentralisation, les collectivités territoriales et les circonscriptions administratives. Les sessions de sensibilisation vont cibler les populations des 84 sous-préfectures de la RCA et les 10 arrondissements de la ville de Bangui. Les 2 textes de loi vont être vulgarisés auprès des autorités administratives et des responsables des services déconcentrés et de clarifier le nouveau type de rapport entre elles et les populations. Les leaders communautaires et les représentants des différentes couches sociales des populations locales seront sensibilisés sur les changements apportés par ces lois. Le coût global de la mise en œuvre de ce projet est d'environ 49 millions de francs CFA. Merci Merveille. Créé en 1997 par le biais d'une fusion entre le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues et le Centre de prévention contre la criminalité internationale, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime agit pour sensibiliser le public aux dangers de l'abus des drogues et pour renforcer l'action internationale contre la production et le trafic illicite des drogues ainsi que la criminalité. Le chef de la MINUSCA, Moncur Ndiaye, a reçu Jacques Sekendour, chef de cette institution.
Plus de détails avec Cyrus Zemongikete. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Monkeur Ndiaye, a réussi en audience le 3 février 2022 Jacques Sekenendour, chef d'agence du bureau de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'objectif de cette visite de courtoisie est de parler de sa mission au chef de la MINUSCA et de discuter de ce que la MINUSCA et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime peuvent entreprendre ensemble et l'appui que la MINUSCA peut apporter à cette agence. Pour le moment, c'est d'abord de rencontrer les autorités, de rencontrer toutes les personnes ressources, d'analyser la situation dans le pays. On a un certain nombre de projets qui sont en cours, mais on a un spectre assez large parce que qui parle de criminalité transnationale organisée, parle de beaucoup de choses, parle des trafics, parle de la drogue, parle de la corruption, parle du blanchiment d'argent, etc., etc. Et parle également de la justice pénale, de la justice criminelle. Donc c'est tous ces aspects-là qu'il faudra envisager, qu'il faudra discuter avec les différentes parties prenantes et pour voir par où commencer et comment accélérer, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, aussi bien dans ce pays que dans d'autres pays. Établi en 1997 et basé à Vienne, Autriche, l'ONUDC opère également dans 54 bureaux régionaux, couvrant ainsi plus de 150 pays. L'ONUDC travaille directement avec le gouvernement, les organisations internationales, les autres organes des Nations Unies et la société civile pour développer et mettre en œuvre les programmes répondant aux besoins des pays et des régions. Merci Cyrus. Le Conseil national de la médiation est un cadre qui permet de lancer un appel aux citoyens d'épouser l'esprit de dialogue. Elle a pour mission l'amélioration des relations entre les citoyens et l'administration en vue de protéger et promouvoir les droits des citoyens. C'est dans ce cadre que le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a présidé la cérémonie d'ouverture de la session de sensibilisation des acteurs impliqués dans le processus de paix par le dialogue. Suivons notre reporter Juvenal Koueripidi. Le Conseil national de la médiation, avec l'appui de la division des affaires politiques MINUSCA, a organisé le 8 février 2022 un atelier de sensibilisation des acteurs nationaux sur le rôle du Conseil national de la médiation dans le processus de paix par le dialogue, la concertation et la réconciliation nationale. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a procédé à la cérémonie de lancement de cette session en présence des autorités centrafricaines, des diplomates accrédités en République centrafricaine, des forces vives de la nation et de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Lisbeth Koulichi. En mettant l'accent sur le soutien au Conseil national de la médiation au cours de l'exercice 2021-2022, la MINUSCA entend contribuer activement à relever les défis de médiation et de dialogue qui concernent non seulement l'ensemble des acteurs socio-politico-économiques centrafricains, mais également tous les citoyens et les habitants de ce beau pays. Cet atelier vise à inculquer la culture du dialogue et de la concertation aux Centrafricains pour la recherche de toute solution à un conflit et pour l'instauration de la cohésion sociale en soutien au processus de paix et de réconciliation. Des points focaux du Conseil national de la médiation seront aussi installés dans les 10 arrondissements de Bangui. Cela permettra de répondre aux aspirations profondes de paix et de développement de la population. Ce thème vient, à n'en point douter, traduire les principales priorités du moment de ma politique, parmi lesquelles le rétablissement de la paix, la sécurité, la promotion des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, je dois vous rappeler que sans la paix, notre pays en partage ne peut pas être construit ni transformé. Tout effort de développement, vous le savez, doit être axé sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale. C'est fort de cet engagement que depuis mon accession à la magistrature suprême de l'État en 2016, j'ai fait du dialogue et de la concertation la cheville ouvrière de mes actions.
Le Conseil national de la médiation a initialement été créé par la Constitution du 27 décembre 2004. Il est chargé de promouvoir le dialogue et de veiller à l'amélioration des relations entre les citoyens et l'administration. La jeunesse centrafricaine aujourd'hui occupe plus de 72% de la population. Et donc c'est cette frange-là qu'il faut justement sensibiliser, amener à comprendre effectivement l'importance de la paix par le dialogue. Parce que tout ne se règle pas par les crises, tout ne se règle pas par, justement, par les violences. Et donc il faut promouvoir le dialogue. La gestion et la prévention des conflits sont des thèmes débattus sur cet atelier. Cette session permettra aux femmes, hommes et jeunes d'être des vecteurs de changement. Les femmes ne se sont pas restées bras croisés pour continuer à être des victimes. Et depuis que les femmes ont compris pour transformer leur souffrance en acteurs de paix, je crois que nous avons un message fort à l'endroit de nos sœurs, de nos frères, de toute la population centrafricaine. Il est temps que chacune de nous, ou bien chacun de nous, apporte sa pierre pour construire notre beau pays. Le président Faustin Archange Touadéra a encouragé les membres du Conseil national de la médiation à poursuivre les efforts de sensibilisation pour la préservation de l'unité nationale en multipliant les activités pour un changement de mentalité afin de contribuer à la cohésion sociale. Merci Juvenal. Nous recevons tout à l'heure la chef de bureau de la MINUSCA de Bossangoa, Madame Séraphine Toé, dans une interview exclusive. Elle répond aux questions de Billy Amino Alao sur les actions menées, les défis socio-économiques, politiques et sécuritaires de cette préfecture. Restez avec nous. Le coronavirus impacte plus les femmes et les filles, à la maison, au marché, dans les structures de santé ou dans nos communautés. Si toutes les femmes centrafricaines s'engagent contre le coronavirus, tout le pays y gagne. Tous ensemble contre le coronavirus en RCA. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Billy Amino Alao qui s'est entretenu avec Madame Séraphine Toé. Bonjour Madame Séraphine Toé. Bonjour. Vous êtes la chef du bureau de la MINUSCA à Bossangoa. C'est ça. Dites-nous, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui fait la particularité de cette ville de Bossangoa, chef-lieu de l'Ouam? Merci Billy de me donner l'opportunité d'être l'invité de cette émission de la MINUSCA. En effet, la région de l'Ouam est une région très riche. Comme vous le savez, elle est renommée pour ses gros poissons, notamment les capitaines. Elle est riche parce qu'il y a de l'or là-bas, il y a beaucoup de légumes, etc. Je confirme que c'est une zone riche en ressources minières et aussi riche en ressources naturelles. Mais malheureusement, la population ne profite pas de l'exploitation de cette richesse. Et voilà pourquoi la MINUSCA travaille aux côtés des autorités pour les aider à la restauration de la paix, à la protection des civils, au respect des droits humains, afin que cette région retrouve son élan d'antan. Et quels sont les défis majeurs auxquels vous faites face dans cette préfecture? Il y a beaucoup de défis dans cette zone, comme vous le savez. Je vais commencer par le défi sécuritaire. La zone est reconnue comme étant le bastion de plusieurs groupes armés. Mais avec les efforts des forces armées centrafricaines, avec les casques bleus, nous travaillons ensemble pour aider à la restauration de la paix dans cette zone. Malheureusement, il y a également des poches d'insécurité qui restent toujours. Mais la MINUSCA, avec les FSI, nous travaillons pour le retour de l'autorité de l'État. Justement, parlant de situation sécuritaire, quelles sont les actions que vous menez pour justement combattre
les groupes armés et réduire la violence communautaire? Comme vous le savez, la protection des civils est très importante dans le mandat de la MINUSCA. Et dans la région de l'Ouam, nous nous attelons à la mise en œuvre presque chaque jour. Et avec les autorités, nous travaillons de concert pour la restauration de l'État, le retour de la sécurité. Également, nous travaillons avec l'équipe de DDR, travaille avec les autorités pour le retour de la sécurité à travers les programmes de réduction de violences communautaires dans cette zone. Et nous travaillons avec les notabilités pour les sensibiliser dans la culture de la paix et dans la tolérance. Nous faisons des sessions de sensibilisation également auprès des populations pour collecter des armes. Et donc, c'est des activités importantes que nous faisons. En plus de cela, nous avons nos bases temporaires qui sont implantées dans des zones les plus risquées de la région et où nous faisons des patrouilles robustes pour rassurer les populations afin qu'ils puissent vaquer tranquillement à leurs activités. Vous êtes à votre poste, ça fait environ 5 mois. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier et qui mérite justement l'attention des populations? Toutes les activités que nous menons au titre de la MINUSCA sont pour le bien-être des populations. Les populations sont bénéficiaires et effectivement dans notre zone, nous avons eu à mener beaucoup d'activités de QUIPS, à savoir nous avons construit des écoles, nous avons construit des centres de santé, nous avons réhabilité des marchés, nous avons réhabilité des ponts. Donc nous avons fait cela et en plus nous avons fait des activités de sensibilisation auprès des populations et des notabilités en matière de culture de la paix, de cessation de la violence, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de la cohésion sociale. Et tout cela dans le but d'amener une communauté plus solide encore à sortir du carcan de conflits qu'il expérimente au jour le jour. Donc, par exemple, je voudrais souligner ici que la présence des musulmans, il y a 2 ans de cela, on ne pouvait pas parler de la présence de musulmans dans la zone, particulièrement dans Bossangoa. Mais avec l'implication des autorités locales, soutenues par la MINUSCA, nous avons réussi à rassurer les communautés et à les ramener ensemble. Aujourd'hui, on a une très forte communauté musulmane qui est retournée à Bossangoa et je peux vous dire qu'ils vivent ensemble et ils mangent même ensemble, ce qui est une étape très importante que nous avons eu à franchir. Et donc, pendant le défilé, au mois de décembre, il y a eu près de 100 musulmans qui ont défilé et à la grande surprise de la population, le premier responsable qui représentait le gouvernement s'est levé lui-même pour les accueillir et toute la tribune et toute la population et ils étaient rassurés. Donc avec les efforts de la MINUSCA auprès des autorités, nous avons fait des efforts très importants pour que cette cohésion puisse être unie. Revenons au programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Est-ce une réussite dans votre préfecture? Oui, bien sûr, parce que depuis 2018, l'équipe de DDR dans la zone de l'Ouam a pu récupérer plus de 2000 armes. Et à travers les programmes de réduction de violences communautaires, l'équipe DDR a pu travailler avec les autorités auprès des jeunes pour récupérer une quantité d'armes et également former les bénéficiaires en plusieurs activités qui leur ont permis de laisser tomber ces activités qui mènent à l'insécurité. Donc je pourrais même dire que chaque année, nous récupérons plus d'une centaine d'armes. Et donc c'est une réussite pour nous. L'objectif zéro arme dans votre zone, n'est-ce pas une utopie?
Pas du tout, Billy. Il faut toujours se fixer des objectifs quand on a quelque chose à faire, quand on a une mission importante, surtout celle de MINUSCA, dans cette zone très sensible. Et je vous ai dit tantôt que les activités, les programmes de réduction de violences communautaires que nous faisons tous les jours nous permettent de récupérer plus d'une centaine d'armes par an. Et je peux vous dire que chaque arme collectée nous rapproche de cet objectif. Donc, nous nous approchons et je suis confiante que nous y arriverons. Et quelles sont vos relations avec les autorités locales? Avez-vous une bonne coordination pour la protection des populations civiles? Oui, je peux dire que nous avons la chance d'avoir d'excellentes relations avec les autorités locales dans la région de l'Ouham, que ce soit avec le préfet, les sous-préfets, les maires, les chefs de quartier, les chefs de groupe et même les chefs d'autres groupes tels que les groupes de femmes, des groupes de jeunes et d'autres groupes. Nous travaillons ensemble et c'est l'occasion pour moi de les remercier pour leur collaboration et également dire que c'est grâce au fait que si nous travaillons main dans la main, nous pouvons relever le défi afin que cette zone riche de l'Ouham puisse sortir en tout cas de ces péripéties de conflits et s'orienter vers le développement. Les élections locales sont prévues pour 2022. C'est ça. Que faites-vous concrètement sur le terrain pour soutenir les autorités locales pour cette échéance historique? Parce que, rappelons-le, les dernières élections locales remontent à plus de 30 ans. C'est ça. Effectivement, le bureau de Bossangoa s'attelle activement pour préparer ces élections qui ont eu lieu il y a plus de 30 ans. Donc, nous l'avons fait, le mandat de la MINUSCA, c'est de soutenir le gouvernement dans les préparatifs de ces élections. Nous l'avons fait pour les législatives et nous allons continuer à le faire pour ces élections locales qui viennent au mois de septembre prochain. Donc déjà, je peux vous dire que depuis le mois de décembre, l'équipe électorale sur le terrain là-bas a commencé avec ces activités de sensibilisation, non seulement des notabilités et des populations pour les préparatifs de la tenue de ces élections. Et en plus de cela, l'équipe a entrepris des activités de sensibilisation afin que la population puisse s'approprier ces élections pour que ces élections puissent réussir. Et donc je peux ajouter que l'équipe encore redoublera d'efforts pour appuyer les autorités locales en matière opérationnelle, en matière technique et en matière logistique pour que ce soit un succès. Et c'est l'occasion pour moi de les encourager, de les féliciter et de les encourager car ça va être vraiment une course de longue haleine, mais nous allons y arriver. Sauf omission de ma part, c'est la première fois qu'une femme occupe ces fonctions dans une zone très hostile et complexe politiquement. Comment est-ce que les populations locales et les autorités vous perçoivent? En effet, la zone de l'Ouham est une zone très complexe et très sensible. Mais je peux vous dire que nous essayons tant que nous pouvons pour nous acquitter de la lourde responsabilité qu'on nous a confiée à mettre en œuvre le mandat de la MINUSCA avec engouement et détermination. Et je peux dire qu'en termes de compétences également, il n'y a pas une grande différence entre les hommes et les femmes. Nous avons les mêmes aptitudes. Mais en tant que femme, comme vous l'avez dit, et en tant que mère, nous avons des sensibilités particulières, des touches et des tacts qui peuvent être perçus comme étant des atouts pour changer la donne dans le contexte local. Et je veux terminer en disant que, en tant que responsable femme des Nations Unies, et je sais que mes autres collègues femmes chefs de bureau également perçoivent cela, notre rôle, notre position peut être perçue comme une source, un message qui peut être comme une source d'inspiration pour les femmes et les jeunes filles à vouloir se libérer de ce carcan et de cette tradition rétrograde qui les empêche de se développer. Madame Séraphine Toé, merci.
Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes la chef du bureau de la MINUSCA à Bossangwa, chef-lieu de l'Ouam. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swembo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.